Philippe Gégère qui va nous présenter aujourd'hui Microsoft Fabric, la solution décisionnelle pour toutes les entreprises. Allô, Philippe est là? Oui, je suis là, Annie. Bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour, ça va bien? Ah bah, très bien, et toi? Eh bien, ça va bien, merci. Donc, comme je disais tantôt, vous, l'infatigable présentateur pour nous qui vient tous les ans avec 2 sessions. Hein? Oui, bah oui. On est toujours choyé par vos sessions qui sont les plus enrichissantes. Et Philippe, comme je disais tantôt, qui va présenter en Microsoft Fabric la solution décisionnelle pour toutes les entreprises. Philippe, je vous invite à partager votre écran et à démarrer avec votre présentation. Voilà, parfait. Merci à tous, merci Annie pour la présentation. Merci de m'accueillir je crois que c'est la 3e année de cet événement. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici pour ce SQL Server Day à Haïti. Alors pour tout vous dire, on est en France et aujourd'hui pour changer, on a du soleil, ce qui nous conduit à l'été, ça va être bien. On a quand même eu un hiver un peu froid cette année encore. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer sur cette session autour de Microsoft Fabric. Et j'enchaîne les slides, si ça veut bien. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, Annie, on remercie notre sponsor pour l'organisation de cet événement. C'est toujours important, les sponsors. J'en sais quelque chose, j'organise d'autres événements, notamment en France, et il faut les remercier parce que c'est vraiment un apport considérable. Alors, qui je suis? Je suis Philippe Gégère, j'habite en France, exactement à Strasbourg, dans le Grand Est. Et je suis directeur d'activité et CTO Data Bizaps pour la société Métis. Et hormis ces certifications, j'en ai une que j'apprécie particulièrement puisque je suis certifié du titre MVP, Most Valuable Professional, par Microsoft, qui est quand même un titre assez important. Allez, sans plus tarder, on va commencer à parler de ce qu'est Fabric. Alors, reprécisons un petit peu ça dans la temporalité. Il y a un an, jour pour jour, a eu lieu la build. Cette année, elle aura encore lieu. Alors, les dates, c'est du 23 au 24-25 mai. Un événement majeur chez Microsoft, orienté développeurs. Donc, Microsoft avait annoncé l'an dernier, donc il y a pile un an, la public preview de Microsoft Fabric. Et à l'occasion d'Insight, qui a lieu, lui, est un autre événement majeur de Microsoft, c'est le 2e événement majeur de Microsoft, avait annoncé donc la version JA, donc la version de disponibilité, la disponibilité totale et complète du produit Microsoft Fabric. Donc ça, c'est pour resituer un petit peu le temps. Donc aujourd'hui, depuis un peu plus de 6 mois, donc il est Microsoft Fabric est disponible pour tous. Et avant de parler de Fabric, ce serait bien de refaire un petit peu un point sur ce qui a conduit à ce que Microsoft décide à lancer ce produit. Et pour ça, je vais vous montrer un petit peu, pour certains d'entre vous connaissent bien, l'architecture qu'on avait, quelques architectures types qu'on avait à ce moment-là. Alors, voilà, une architecture type de ce qu'on pouvait faire dans le décisionnel, dans l'analytics, avant Fabric. Donc, des briques partout, notamment au centre, des briques Azure. Alors, on peut reconnaître, pour ceux qui sont habitués, il y a du Azure Data Lake Gen 2, il y a du Azure Data Factory, il y a du Azure Synapse SQL Database, on a du Spark, etc. On a beaucoup de choses, des composants qu'il fallait associer entre eux. On peut reconnaître aussi dans la partie un peu à droite le composant Synapse, donc beaucoup des composants qu'il fallait associer. Alors ça, c'est une architecture qu'on trouve sur Internet. Je vais vous en proposer encore 2 autres. Voilà une autre architecture. On retrouve à peu près les mêmes briques. Là, on a un peu plus, on a du Azure SQL Database à plusieurs endroits.
On a, alors, sur la partie de gauche, à la colonne de gauche, toujours, c'est nos sources de données. Donc ça, c'est indépendant de la plateforme data, puisque c'est là où on va tirer les données, mais on a quand même des plateformes assez complexes. On peut reconnaître aussi sur le schéma, il y a complètement à droite, en haut, on a du Azure Analytics Services. Donc ça fait quand même beaucoup de briques. Une troisième architecture, un petit peu plus simple, mais toujours monter les briques entre elles pour y arriver. Donc ça, c'est l'état des lieux. On avait donc un environnement, notamment Azure, chez Microsoft c'est Azure, je ne le cache pas, pour essayer d'agencer tout ça, et on pouvait dire que beaucoup de responsables de la donnée ou beaucoup d'ingénieurs données, de professionnels de données, étaient un peu de choses confrontés au même problème, c'est-à-dire qu'il fallait associer entre eux des composants, et quelqu'un aurait pu dire je suis le chef de la donnée, je m'occupe de la donnée et je ne vois pas pourquoi je serais le chef de l'intégration de tout ça. C'est un peu ce que pourraient dire tous les responsables data de toutes les entreprises. Alors, si on continue, donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, on refait le point de ce que nous proposait Microsoft à ce moment-là, qui existe toujours. Toutes ces briques individuellement existent individuellement, elles sont toujours disponibles. Dans les principales briques qui étaient utilisées, donc on a forcément Power BI, la brique de rendu de DataVis de Microsoft. Ça, c'est incontournable, surtout orienté sur l'affichage des données et puis éventuellement des traitements en amont. On a Synapse. Alors Synapse, lui, c'est un rassemblement de plusieurs produits, puisque dedans, on va trouver d'autres briques disponibles par ailleurs, comme Synapse Pipeline, qui est en fait une émanation de Azure Data Factory. On va trouver Azure, on va trouver un moteur de base de données serverless. On va trouver un autre moteur de base de données massivement parallèle à 60 nœuds, c'était Azure Data Factory. On va trouver aussi des moteurs Spark, des clusters Spark pour exécuter des traitements massivement parallèles, mais à partir de la plateforme Spark avec du Python, du R, etc., donc, ou du SQL. Donc Synapse, c'était plutôt une boîte à outils avec beaucoup de choses, avec différentes fonctionnalités, avec même une tarification différente en fonction des fonctionnalités. Donc ça demandait toujours un casse-tête de savoir au niveau du tarif si c'était facile ou pas, etc. Ensuite, toujours dans les briques, on a Custo ou Azure Data Explorer qui supporte le langage de Custo, qu'on appelle aussi KQL. Donc c'est un moteur, lui, plutôt orienté temps réel. Temps réel de traitement de la donnée, donc en flux. Voilà, donc c'est une brique qu'on va retrouver dans d'autres composants comme Azure Monitor, etc. Donc Log Analytics. Donc voilà, donc ces briques-là utilisent aussi de l'analyse de temps réel, puisque on a d'un côté l'envoi des événements en continu, et il faut les traiter pour l'analyser. On a toute la partie rassemblée sous le nom Azure AI. Là, vous avez reconnu peut-être le module de machine learning de Azure, donc toute la partie machine learning pour pouvoir faire donc une nouvelle brique. Cinquième brique, donc on a déjà 5, c'est tout ce qui est Data Factory. Donc un moteur de TL, donc de récupération de données et de déplacement de données, de copie de données, etc. Un composant que j'adore pour ma part, parce qu'on peut faire énormément de choses et c'est très bien. Et bien sûr, je l'ai plus ou moins cité, mais en tout cas, indépendamment, on a les moteurs Spark pour faire des traitements massivement parallèles pour des gens, pour les data engineers. Donc moi, ça m'intéressait un petit peu quand même qu'on ait une session un peu interactive, si vous permettez. Donc n'hésitez pas à mettre dans le chat, alors je ne sais plus si c'est dans ce côté-là ou dans ce côté-là, le chat, mais n'hésitez pas à mettre un petit peu si vous utilisez ces composants, les uns ou les autres. On pourra échanger peut-être à travers le chat. Donc n'hésitez pas à me répondre, à me faire soumettre vos questions, vos commentaires, histoire que je ne sois pas le sentiment d'être un peu seul à parler pendant cette petite heure.
Donc voilà, ça c'est les produits Microsoft, hein, ceux qu'on utilisait couramment pour monter une plateforme data. Ça voulait dire différentes techniques, différents apprentissages, bien maîtriser ses outils, des tarifications, je l'ai dit, complètement différentes, etc., etc. Alors, si on résume un peu tous ces briques-là, qu'est-ce qu'on faisait d'habitude? On avait une partie qu'on appelle data intégration, une partie data engineer, une partie data warehouse, qui ne sont pas tout à fait des briques équivalentes. On a la partie temps réel, une partie data science, une partie business intelligence. Voilà, ce sont différentes compétences et différents outils qui sont derrière. Tout ça, généralement, on monte ça sur une couche qui a fait ses preuves, hein, qu'on appelle le data lake. Et tout ça, bien sûr, il faut qu'on administre et on gouverne. Ça, c'est les règles de tous les projets data aujourd'hui, etc. Alors, si je reprends la même slide, maintenant je vais mettre simplement les produits en face, hein, donc, pour que ce soit clair. Data intégration, c'est plutôt donc du Azure Data Factory. La partie Data Engineer, c'est Spark, le moteur massivement parallèle en cluster avec différents langages qu'on peut piloter, comme du SQL, du Python ou du R aussi. La partie data warehousing, hein, on a quand même beaucoup de gens qui sont à l'aise. Là, on a repris le logo de Synapse, mais il y a beaucoup de gens qui sont plus à l'aise avec la partie SQL. Donc la partie traitement analytics en temps réel, bon, bah, c'est Azure Data Explorer avec son langage KQL ou Custo. On n'oublie pas donc les data scientists avec tout ce qui va être traitement par machine learning, et bien sûr business intelligence, Power BI, qui est quand même la brique finale qu'utilisent les utilisateurs. Tout ça donc sur Data Lake. Hein. Data Lake, derrière le produit, c'est Azure Data Explorer, Azure Data Lake Gen 2. Et bien sûr, tout ça, il vous faut de la gouvernance, l'administration, la sécurité, etc. Toutes ces briques qui sont importantes pour superviser, et gérer et administrer tout ça. Donc voilà, ça c'était ce qu'on avait, les projets qu'on avait, etc. Ce qui était l'état de l'art. Donc maintenant, on va parler de fabrique. Qu'est-ce qu'a fait Microsoft pour sortir? Quel était donc? On a vu le point de départ de Microsoft. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il présente ça pour faire évoluer les choses et qu'on n'ait pas une agrégation de produits divers et variés à faire ça. En fait, ils ont repris, donc vous avez compris, c'est logique, de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, Fabric répond à tout ça. C'est-à-dire, bon, au minimum, il faut que ça satisfasse les problématiques de data intégration, data engineering, data warehousing, du traitement en temps réel, la data science et le business apps. Donc ça, Microsoft a dit, ça je garde. Parce que ça, c'est le fondement même de tout projet. On va essayer de réfléchir et aller un peu plus loin pour faire un projet global. Donc pour ça, on va commencer déjà par, on va imaginer qu'il va faire l'IA, parce qu'aujourd'hui, vous savez tous, Microsoft est devenu le champion de l'IA avec toute sa suite Copilot. Je vois qu'on m'a posé une question de Spetzer, quelle la partie Datamart se trouve dans la partie Power BI. Oui, la partie Datamart reste toujours dans la partie Power BI, même dans Fabric. Sauf, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il n'a toujours pas été release et que la Datamart ne sera jamais release, probablement elle sera remplacée. Aujourd'hui, voilà ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Datamart est toujours en preview. Et à mon avis, vu la plateforme qu'a sorti Microsoft, il y a peu de chances que Datamart soit une plateforme qu'on conservera à terme. À voir. Mais je ne suis pas dans les secrets de Microsoft, mais moi, c'est en tout cas mon avis. Donc, alors, je reprends, donc, assisté par l'IA, donc une plateforme, des espaces de travail tels qu'on le connaît aujourd'hui, par exemple dans Power BI, c'est-à-dire qu'on puisse partager ça, on peut faire, pour utiliser un mot plus moderne, du data mesh, c'est-à-dire avoir une véritable gouvernance des données et pouvoir les échanger, créer des silos, mais sur lesquels on peut interagir les uns avec les autres, etc. Une capacité de calcul, ça c'est important, hein, parce que c'est là-dessus que Microsoft se basera, et on discutera à la fin de la partie tarif. One Security, intégrer la sécurité dès le début, et parce que c'est quand même, on ne veut pas dupliquer des données n'importe quand. Et une nouvelle notion dont je vous expliquerai tout à l'heure, qui s'appelle le One Lake. Alors vous aurez compris, hein, c'est dérivé du Data Lake. Donc,
Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'a fait Microsoft? Donc, ils ont pris une brique qui fonctionne bien, qui est celle de l'affichage de Power BI Service, la version cloud de Power BI. Et ils ont décidé, comme on a un certain nombre de publics, celui qui fait plutôt de l'intégration, on va faire cohabiter des gens. Hein. Il y a ceux qui font l'intégration, ceux qui font la data analytics, ceux qui font du data engineer, les data scientists, etc., ceux qui sont spécialisés dans le data warehouse. Tout ça, en fait, Microsoft a prévu de orienter son interface, son affichage en fonction du public. Donc, si vous êtes plus à l'aise qu'en tant que data engineer, je vais vous les montrer. On va aller. J'ai prévu des affichages pour. Si vous êtes à l'aise dans intégration des données, forcément, on l'avait dit. Hein, donc, ce serait. Alors, ça s'appelle Fabric Data Factory, qui est une émanation très proche de Azure Data Factory. Donc, pour faire ça, mais on a aussi une deuxième brique et que vous connaissez bien si vous faites du Power BI. Il s'appelle des data flows. Alors, on ne sait plus, c'est pas le data flows qu'on a dans Power BI. On l'a intégré plutôt ici dans le Fabric. Donc, c'est ce qu'on appelle les data flows Gen 2, deuxième génération. Donc, ça, c'est pour les briques, les fonctionnalités qu'on va utiliser en tant que, quand on a besoin de faire l'intégration de données. Quand on est un data engineer, quand on est plutôt, on aime bien la data engineer, on va utiliser les moteurs Spark. Ils sont là, ils sont disponibles. On va utiliser une interface dédiée, puis surtout, on va pouvoir programmer tout ça avec du Python, parce que majoritairement, les gens sont plutôt à l'aise avec du Python, donc on va faire du PySpark, du PySpark, parce qu'on m'excuserait mon accent, donc du PySpark, donc du Python Spark, vous pourrez aussi le faire en R, etc., ou du SQL Spark aussi, hein, on l'a aussi. Si vous êtes plutôt data warehouse, hein, c'est un peu ma culture à moi, moi, je me sens plus à l'aise avec le langage SQL, je fais énormément de choses. On a une interface, je vous la montrerai tout à l'heure, orientée pour les spécialistes de l'entrepôt de données. Ensuite, l'analyse temps réel avec son langage KQL. Donc, ici, on va pouvoir avoir, pour les projets qui nécessitent la donnée en temps réel, on va utiliser donc Azure, la brique adaptée, donc réintégrée dans Factory, qui est Data Explorer. Enfin, les data scientists, ils vont avoir leur librairie Python pour faire du traitement de la donnée, de l'apprentissage, etc., en machine learning. Tout ça sera disponible, toujours avec des notebooks. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas la partie Power BI. Donc, vous aurez compris, la partie Power BI est intégrée dans Fabric. Power BI reste tel qu'il est, mais il devient un sous-ensemble de Fabric. Donc, Fabric est construit autour de Power BI, mais on ne touche pas à Power BI. Simplement, on va exploiter Power BI pour assurer l'ensemble de la plateforme décisionnelle qui est Fabric. Et on va même trouver un nouveau mode, je vous le dis tout de suite. On va trouver un nouveau mode, à côté du mode import et du direct query, on va avoir un nouveau mode qui s'appelle Delta Query. Attendez, je l'ai oublié. Delta Query, qui en fait viendra se brancher directement sur les lakehouse, sur le couche OneLake, je vous en parle tout après, mais donc un mode qui associe les performances du mode import et l'avantage d'avoir le temps réel et de ne pas faire d'import ou d'avoir des données le plus à jour du direct query. Donc Delta Query. Donc voilà, maintenant qu'on a présenté un peu les personas, donc on retrouve nos fameuses briques, et Microsoft a imaginé une nouvelle couche. Direct Lake, oui, ça doit être ça. Merci Jean pour m'avoir soufflé le mot que je cherchais. Alors, on est sur la nouveauté, c'est aussi un stockage qu'on appelle OneLake. Alors, vous aurez compris, on ne va pas faire grand mystère, le nom rappelle Data Lake puisqu'il s'agit effectivement de Data Lake qui est derrière, que Microsoft a repris et aménagé. Donc, il faut savoir qu'en fait, vous n'avez pas d'action directe sur ce OneLake. Ce n'est pas une couche que vous gérez. C'est une couche qui est native et elle est unique. Et ça, je vous montrerai juste après. Elle est unique. Dès que vous utilisez Fabric, toute la structure, toute l'entreprise aura un seul stockage OneLake. Mais on pourra gérer la sécurité. Et donc, si on le sait, parce que c'est bien documenté par Microsoft, le stockage, c'est un format qui est inventé par Databricks qui s'appelle
qui s'appelle le fichier Delta Parquet. Donc, c'est du Parquet amélioré avec la compression de données, les métadonnées pour le typage et les noms de colonnes, etc. Donc, un format qui est bien connu aujourd'hui des data scientists, des data engineers, etc. Sauf que Microsoft a rajouté son grain de sel pour améliorer un certain nombre de choses. Donc, on a effectivement une structure en dessous des stockages de type de Delta Parquet. Voilà, donc à quoi ressemble une plateforme après on va continuer à dérouler notre scénario. Donc, on retrouve en bas le stockage OneLake. Et dans ce stockage, on va créer, c'est le même mot parce que c'est exactement la même signification, des espaces de travail. C'est la même notion d'espace de travail que Power BI. Donc, ça, Microsoft a essayé de garder un certain nombre d'éléments. Donc là, j'en ai 4 de représentés. Hein. Une partie finance, une partie Customer 360, dans les exemples, une partie télémétrie et une partie business. Donc voilà, et à chaque fois, un stockage au format Delta Parquet. Et donc, voilà. Donc ici, on va pouvoir assurer la sécurité en isolant correctement nos espaces de travail avec des droits d'accès, etc. Au-dessus, on va avoir de manière aussi unique une unité de calcul qui s'appelle serverless, dont on n'a pas la main, mais qui aura la capacité de fonctionner aussi bien pour faire du traitement SQL, pour le data warehousing, du Spark pour ceux qui font éventuellement du data engineer, de la data science, c'est du Python dans les deux cas, mais il n'y a pas de Spark dans la data science, c'est du pur Python. Les data engineers, on peut utiliser le temps réel avec le KQL et ANIS Services, pour rappel, donc Power BI est monté sur un moteur d'un service qui existe depuis 2000, qui était développé par monsieur Graf Kimball, qui s'appelait à l'époque SQL Server ANIS Services, qui est toujours présent, qui a continué à évoluer et qui est la base de notre plateforme Power BI, donc implicitement de Fabric. Donc cette couche de calcul, elle est commune à tout le monde et c'est dessus qu'on va jouer les performances, les surveillances de calcul et de gérer un peu la disponibilité de cet espace de calcul. On en reviendra tout à l'heure justement là-dessus. Alors, la même slide que tout à l'heure, une couche One Security par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est essentiel de ne pas diffuser les données confidentielles de l'entreprise. Et donc, dans notre stockage, on va faire ce qu'on appelle du data mesh, c'est-à-dire qu'on va autoriser les responsables, par exemple, du customer, du département client, on va autoriser les financiers à accéder aux données des clients et réciproquement, les financiers peuvent donner accès aux clients, des chiffres clés par client, etc. Pareil pour le business, télémétrie. Donc, on aura quand même la particularité de pouvoir correspondre les différents silos, de faire correspondre, communiquer les différents silos entre eux. Bien sûr, tout ça, il nous faut de la source de données, j'en ai pas parlé, et donc en bas, on aura les sources de données qui viendront charger les données dans le stockage. On va avoir 2 façons d'accéder aux données principalement, nativement dans la plateforme, sachant qu'on peut aussi faire par exemple du Data Factory et du Dataflow Gen 2 pour attaquer à peu près tout ça, mais on a des accès qui sont privilégiés et qui sont plus faciles à gérer. C'est tout ce qui va être des services Azure, notamment avec les blob storage, les storage accounts d'Azure. On va voir, alors là, ce qui est représenté, ce sont les raccourcis. Donc, ce sont des éléments où c'est très facile d'accéder sous forme dite de raccourcis. Donc, on va avoir les couches Azure, donc les stockages, la partie Amazon, tout ce qui est S3, Amazon, tout le stockage de type S3. Cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, mais en tout cas, Microsoft a annoncé qu'on aurait aussi la possibilité d'attaquer tout ce qui est compatible S3 d'Amazon, donc pas forcément si c'est stocké dans Amazon, mais tout ce qui est compatible. On a aussi le stockage Google, et ce qui n'est pas représenté sur cette slide et que Microsoft met progressivement en place, c'est tout ce qui va être ce qu'ils appellent du mirroring, c'est-à-dire que les données, elles sont répliquées en temps réel sur le OneLake. Donc, pour être précis, on a les raccourcis, on tape dedans directement comme si c'était à côté, et on va avoir d'autres techniques d'accès qui seront de type mirroring, en mise en miroir des données, qui est une réplication locale en temps réel des données. Donc ça, c'est un mécanisme un peu différent. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? De mémoire, on va avoir Snowflake,
on va avoir Azure Data Factory et on va avoir le troisième, je crois que c'est Cosmos DB, et ce qui est annoncé par Microsoft, mais en raccourci, ça c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va avoir Dataverse, donc toute la partie Power Apps, tout ce qui est Power Apps, CRM et toutes les ERP de Microsoft. Allez, assez parlé, je vais vous montrer un peu à quoi tout ça, ça ressemble. On va passer à la démo. Et pour ça, je vais afficher. Voilà. Alors, Fabric, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez bien, ça ressemble étrangement à Power BI. Oui, effectivement, c'est quasiment du Power BI, puisqu'ils ont gardé la même interface. Tout à l'heure, je vous avais parlé des différents personas, donc ceux qui aiment pour la partie DataVis, Data Factory. J'en ai pas parlé tout à l'heure pour pas trop charger, mais Data Activator. Data Activator, tout simplement, c'est qu'il interroge régulièrement le OneLake pour savoir si une condition est respectée. Si une condition est respectée, on va déclencher des actions. Donc, c'est un module qui va déclencher ou des actions automatisées ou des alertes, remonter des alertes, etc. pour savoir un petit peu ce qui se passe en temps réel dans la plateforme. En attendant, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre des commentaires, des questions que je puisse répondre, hein, voir si tout se passe bien. Et si vous en avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre. Industrie Solutions, ça c'est tout nouveau. Je ne vous cache pas, c'est nouveau. Microsoft continue d'investir énormément. Tous les mois, ils annoncent leur lot de nouveautés. Et cette Industrie Solutions est tout nouveau. Je ne sais pas à quoi elle correspond, mais en tout cas, je pense qu'on aura bientôt des informations plus d'informations. Les data engineers ont leur persona, les data science, etc., data warehouse, et puis encore le temps réel. Globalement, les personas, vous les obtenez par le petit icône en bas à gauche. Je ne sais pas, il y a quelques mois, vous avez dû avoir apparaître justement l'icône Power BI, c'était dans la prévision d'intégrer Fabric. Donc, par exemple, si je vais sur Power BI, vous allez voir, donc ici, maintenant, je suis sur l'interface Power BI avec les différents menus, le hub de données, les applications, etc. Et différents composants qu'on trouve dedans. Maintenant, si je suis plutôt Data Factory, je trouverai une interface avec des flux de données Gen 2, les data flows Gen 2. Alors, des fois, les traductions Microsoft, ils aiment bien les faire. Je vous en montrerai une tout à l'heure assez marrante. Les pipelines de données, donc l'équivalent de Data Factory. Je ne vais pas tous les passer. En tout cas, je vais vous en montrer deux. Le premier, c'est celui où je vous l'ai dit, hein, moi j'ai une culture d'abord SQL Server, donc je suis plus à l'aise avec SQL. Et donc, mon environnement à moi, c'est les entrepôts de données. Donc ici, moi je suis dans le persona, on retrouve le logo en bas, hein, Data Warehouse. Vous voyez, on pourra utiliser massivement. Alors ça ne s'exclut pas, hein. On peut changer de persona à tout moment, ça ne s'exclut pas. Donc les composants principaux pour moi, donc un entrepôt de données, voilà, donc qui est une surcouche bien sûr du OneLake, hein. On a toujours le OneLake en bas, mais on a accès au moteur qui va gérer tout ça. On a en échantillon de données, ça c'est pour des exemples, on a les pipelines de données, donc l'équivalent d'Azure Data Factory, on peut faire du flux de données, data flows, on peut attaquer une source de données en miroir, qui est pour déclarer la mise en miroir, c'est donc la partie Azure SQL Database, hein, le moteur SQL Server mais intégré dans Azure. On a, alors là, c'est là où ça me fait doucement rigoler, puisque la société Snowflake appréciera moyennement la plaisanterie, mais il s'agit non pas du flocon de neige, mais de Snowflake, qui est l'autre module mis en miroir, donc de réplication en temps réel des données. Et le troisième module, comme je vous l'ai dit, c'est la partie Cosmos DB qui est plutôt un produit orienté développeur, massivement synchronisé mondialement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. On peut définir des nouveaux composants qui sont là-haut. Et on a ici la reprise des différents composants. Donc moi, j'ai déjà chargé un exemple. Je suis dans un espace de travail que j'ai appelé Fabric entrepôt de données. Et dedans, je vais vous montrer d'ailleurs, voilà, avant de faire. Qu'est-ce qu'on trouve
dans un projet. Voilà un projet très simple à base d'entrepôt de données. On a, je vais vous les montrer, on a un module qui est un pipeline de données, on le voit ici, un autre ici qui est l'entrepôt de données, le modèle sémantique, et vous voyez que le modèle sémantique est directement attaché à l'entrepôt de données. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans l'entrepôt de données, je vais vous montrer, on peut paramétrer le modèle sémantique. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient loupé une étape, il y a quelques mois, Microsoft a remplacé le mot dataset de Power BI en modèle sémantique. Donc, il s'agit bien effectivement ici de modèle sémantique. Et bien sûr, un rapport Power BI pour afficher tout ça. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la partie pipeline de données. J'ai un pipeline de données, pardon, il est là. Donc, c'est pour ceux qui maîtrisent, c'est du Data Factory à part entière. On a simplement une interface relativement plus allégée. Ici, on va retrouver toutes les activités. Donc, c'est quand même redesigné, tout ça. Donc, on a le module de copie, tel que vous l'avez ici à l'écran. Donc, on a le module de copie avec son assistant. On a un flux de données particulier qui est un peu différent de celui qui est natif dans Fabric, qui est celui qui était historiquement, même si l'expérience est la même, c'est du Power Query Online, mais c'est exactement les mêmes. On a la possibilité d'appeler des bloc-notes, d'appeler un module de métadonnées, le search, le script. Donc, vous voyez, si vous avez l'habitude, on retrouve ici tous les composants natifs du Azure Data Factory. Et on en a même les nouveaux comme DBT, etc., ou Azure Data Factory qu'on n'avait pas forcément côté Azure. Donc, pour bien différencier les deux, on appelle celui-là le Fabric Data Factory et l'autre, c'est celui qui est dans Azure, forcément Azure Data Factory. Donc, on peut exécuter ces pipelines et on peut gérer l'affichage. Alors, moi, honnêtement, je suis un peu chafouin, un peu gêné de celui-là parce que il y a, moi, ce que j'adore dans le Azure Data Factory habituel, c'est la possibilité d'avoir en français les réglages et donc de pouvoir paramétrer, gérer tout ça de manière extrêmement fine, faire des récursivités, appeler des modules plusieurs fois, etc. Et là-dessus, je suis vraiment gêné. De même, l'accès aux services liés est très compliqué à faire. On ne peut pas l'intégrer facilement. Il est modifié très facilement. Par exemple, l'autre jour, j'ai voulu changer l'URL d'un site web. En fait, j'ai dû reprendre tout le projet parce qu'on ne peut pas changer une URL dans un composant. Il faut refaire le composant et le réaffecter à tous les modules de copie. Mais globalement, si vous avez l'habitude, s'il y a des gens qui ont l'habitude, n'hésitez pas à me le dire, ou si vous ne maîtrisez pas, de me le dire. Donc, voilà, si je vais dans un module de copie, et ben, voilà, on a ici une source de données type web. Alors, il s'agit des vélos en libre service sur Paris, qu'on appelle Vélib, qui est accessible sous forme d'open data, donc de librairies publiques disponibles, etc. Et bien sûr, ma cible, c'est l'entrepôt de données, avec la table associée et bien sûr un mappage. Donc là, il n'y a rien de particulier, c'est des choses qu'on maîtrise totalement pour faire charger la table. Maintenant que je vous ai montré ça, on va regarder un petit peu du côté de ce qu'on fait dans l'entrepôt de données. Donc voilà, bon, je l'ai ouvert un petit peu parce que des fois ça peut être un petit peu long. Voilà, donc ici vous retrouvez une arborescence de type base de données. Donc c'est organisé sous forme de schéma. Donc vous avez forcément le schéma DBO comme à l'époque, dans les années 90, le schéma de base qui était le schéma DBO. On a les autres schémas, les schémas techniques standardisés qui sont les informations KIMA. On a l'architecture cible, 6 par exemple, système. Et donc, dans un schéma, vous allez pouvoir stocker des tables, des vues, des fonctions et des procédures stockées. Donc, on est vraiment dans un système de type SQL et même Transact SQL, la partie SQL de Microsoft. Et dans les tables, si je vous fais, donc,
On retrouve les colonnes avec leur typage, etc. Il n'y a pas de souci, ça on est très à l'aise. Ici, au fur et à mesure que vous choisissez, il vous affiche à droite le contenu des tables. Alors ça peut être un peu long des fois. Ouais, vous regardez, pour avoir quelques lignes, voilà. On a mis 10 secondes pour afficher. Donc il faut savoir que c'est bien une émulation de la partie Data Parquet en SQL, hein, puisque le stockage, quoi qu'il arrive dans toute fabrique, c'est du Data Parquet. Donc il s'agit ici effectivement de la lecture de Data Parquet gérée en mode SQL. Un peu comme pour ceux qui maîtrisent Synapse, hein, donc le Synapse serverless, SQL serverless, où les flux de stockage étaient aussi dans un format, et il fallait, à la différence de celui-ci, il fallait définir des tables externes pour pouvoir les piloter, puisque le serverless, si vous aviez bien suivi, ils sont sans stockage. Donc voilà, donc ici, on peut modifier, on peut aller voir les requêtes, et on va pouvoir écrire des requêtes. Je vais en avoir quelques-unes ici. Voilà. Regardez comment on crée des tables, hein, create table. On peut récupérer, interroger une table. Alors ça, c'est pour interroger la dernière donnée intégrée. Elle doit être un peu ancienne, je pense. On va pouvoir l'exécuter. Voilà, la requête. Les différentes requêtes. Combien j'ai d'informations par rapport au point de récupération des vélos en libre service. Voilà. Les messages, les différents messages, les résultats. Pardon, la requête, c'était la date, les différents moments où j'avais récupéré les informations. Voilà, donc du SQL. Et là, ici, j'ai le modèle en bas à droite, ou même à gauche, où vous allez monter et vous reconnaissez l'interface spécifique de Power BI. On a ici la création du modèle, comme dans Power BI Desktop. Sauf que là, on est dans le web, 100%, hein, vous avez vu, hein, on est vraiment dans le web. On a ici les interfaces des différentes tables qu'on souhaite bénéficier, avec des symboles pour rappeler qu'on est bien sur du OneLake. On pourrait avoir d'autres types de stockage, des raccourcis ou des mises en miroir de tables, etc. Et vous voyez, je suis bien en Direct Lake, un nouveau mode qui est effectivement le Direct Lake, qui, vous voyez dans l'infobule, hein. Donc si j'interroge ça, je serai en Direct Lake, et derrière, je vais pouvoir monter mon projet comme de normal dans Power BI pour la partie DataVis. Donc là, on a bien Power BI dans Fabric est plutôt destiné à travailler que pour la partie DataVis, sachant que le modèle est porté par Fabric. Donc ça, c'est un changement notable de comportement. Il y en a un certain nombre qui fait que c'est un produit original, même si ce n'est pas simplement, et là je vais peut-être être clair pour ceux qui se posent la question, et en quoi c'est différent que la collection des produits divers et variés qu'on a pu voir tout à l'heure, toutes les bricatures, c'est que ce n'est pas que l'ajout des différentes plateformes que je vous ai citées tout à l'heure, comme Azure SQL Database, Azure Data Factory, etc., qu'on agrège ensemble. C'est vraiment c'est plus que la somme des produits eux-mêmes. C'est-à-dire que la notion de OneLake, la notion, l'interaction entre les différentes briques entre elles, vont faire qu'on va pouvoir travailler comme étant un seul produit. C'est ça qui fait la beauté de Fabric. Alors, je continue puisque je vois qu'il n'y a pas de questions, en particulier dans l'interface. Donc, voilà, ça c'était la partie Data Factory. On va regarder l'autre usage majoritaire et le plus utilisé aussi, c'est les lakehouse. Et les lakehouse, voilà, je suis dans le persona lakehouse. Lakehouse, qui est un mot qui a été vulgarisé, entre guillemets, par Databricks, qui est un mélange de data lake et de warehouse. C'est-à-dire qu'on avait les deux modes avant. On était soit data lake, soit data warehouse, et Data et Fabric a décidé que c'était pas bien de faire cohabiter deux notions qui se complétaient. Ils ont décidé d'en faire qu'un seul. Donc, cette notion, c'est la notion de lakehouse.
qui a les principes généraux de ce qu'est un data lake et un data warehouse. Donc ici, on a le stockage et l'interaction de type lakehouse, et je vous montrerai dans quelques instants. On a bien sûr les bloc-notes, les notebooks Python pour faire ça. Celui-là, c'est encore des choses nouvelles, c'est une gestion d'environnement. La définition de travail Spark, donc là où on va pouvoir gérer des clusters, donc N-machine qu'on pilotera en PySpark. Les pipelines aussi, pourquoi pas faire des pipelines Data Factory. On peut apporter des notebooks et utiliser des exemples. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est d'abord qu'est-ce qu'on trouve dans un espace de travail qui est majoritairement lakehouse. Alors, ne croyez pas, c'est pas parce que ici j'ai pas l'entrepôt de données que dans un espace de travail, ah si il est là, que dans un espace de travail, je n'ai pas le droit de rajouter des éléments des autres personas. D'accord? Donc ce n'est pas un espace de travail n'est pas lié à un persona. Simplement, quand vous choisissez un persona en bas à gauche, vous vous spécialisez plutôt dans ce domaine-là et vous retrouvez plutôt votre mode de fonctionnement. Mais ça ne s'exclut pas mutuellement. Ici, j'aurais pu montrer un entrepôt de données, mais je ne l'ai pas fait pour ne pas rendre plus complexe. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de briques minimum pour faire le projet. Moi, j'ai mis un bloc-notes. On a créé l'élément lakehouse, qui est une interface orientée à lakehouse par rapport au OneLake. Le point de terminaison SQL, qui est ici, qu'on n'avait pas tout à l'heure, donc la possibilité de faire du SQL sur le lakehouse. Rien ne nous exclut de faire du Spark SQL ou autre. Ici, un entrepôt de données. Oui, je vais répondre tout de suite à la question qui est posée, la différence entre un lakehouse et un entrepôt de données. Et vous voyez que la différence est assez minime. Vous aurez la réponse quand je vais vous montrer la structure d'un lakehouse. Donc, un point de terminaison SQL pour pouvoir faire du SQL à partir de l'entrepôt de données, en tout cas les requêtes SQL, et le modèle sémantique, toujours ce modèle sémantique pour pouvoir ensuite faire de l'entrepôt de données. Et bien sûr, j'ai créé un petit rapport pour BI, mais lui, c'est pas ce qui va nous intéresser maintenant. Donc, à lakehouse, ben voilà. Donc ça, c'est l'interface de ce qui est le lakehouse. Vous voyez que c'est beaucoup plus sommaire. On a je dirais, des tables. On n'a pas de possibilité d'avoir des composants SQL comme des procédures stockées, etc. Ça n'existe pas en lakehouse. Là, j'ai deux tables. Je peux rajouter des fichiers complémentaires, des fichiers CSV dans le but de faire des traitements, etc. dans le lakehouse. Donc ici, je peux rajouter des fichiers Parquet ou du JSON, un peu ce que je veux. Donc je peux rajouter en but de les faire assurer des traitements dessus. Ces tables-là, je vous rappelle, elles sont comme l'entrepôt de données. D'ailleurs, c'est du OneNote, du OneLake et donc de stockage au format Delta Parquet. Donc ici, vous voyez, donc si je sélectionne, je retrouve bien les tables, le temps de chargement, d'afficher les premières lignes de la table. Voilà. Alors, vous pouvez aujourd'hui, pendant que ça charge, petite information, vous voyez, vous avez Microsoft, depuis le début, depuis un an, offre des variations d'essai, donc la trial, qui continue toujours. Alors, depuis maintenant un an, j'ai toujours une version avec le nombre de jours se rajoute automatiquement, tout le temps. Et ça ne s'arrête jamais. Alors, sachez que ce n'est pas une grosse puissance de machine. De mémoire, je crois que c'est un F2. On en parlera tout à l'heure. Mais on peut commencer à l'utiliser. Donc, le lakehouse, voilà l'interface, etc. Et rien ne nous interdit de changer l'interface lakehouse. Vous voyez, en haut à droite, je peux transformer aussi ça en interface SQL. Ça va arriver. Et sur lequel je vais me comporter mon lakehouse comme un entrepôt de données. Ça, c'est toute la force du OneLake, c'est-à-dire que j'ai un seul stockage. D'ailleurs, Microsoft le disait à un moment donné, ils ne le mettent plus trop en avant, mais on a one copy. C'était aussi le fonctionnement de base. One copy. Chaque donnée est accessible sans avoir à répliquer. Jusqu'à présent, il fallait faire des réplicats de données pour que chacun, un système puisse en profiter, puisse l'interroger, etc. Ici, vous avez vu, j'ai bien mes deux tables que j'avais tout à l'heure dans la partie lakehouse. Et là, je suis dans la partie plutôt interface de type Data Warehouse, où je retrouve la même chose, mais mes données sont strictement les mêmes.
Donc ça, c'est aussi la possibilité de ne pas avoir à déplacer les données. Donc la notion de copie, c'est de dire je ne dépasse pas, je ne fais pas une copie des fichiers parce que je suis tantôt dans un moteur SQL, tantôt dans un moteur Spark, etc., ou du Data Lake, etc. Donc ça, c'est toute la force. Donc je vais revenir sur la partie Lakehouse pour voir. Donc ici, vous avez un certain nombre, vous pouvez ouvrir des notebooks. Et là, j'ai déjà ouvert un notebook et je vais y basculer dans l'onglet. Ici, donc, pour les amateurs, pour ceux qui ont la fibre data engineer, on est plutôt orienté, ils sont à l'aise avec les notebooks Python. Donc ici, on a un moteur PySpark. J'ai fait le choix de faire du PySpark. Donc un langage Python. Et vous voyez, on peut le faire aussi Scala. Alors pour ceux qui se posent toujours la question, qu'est-ce que Scala? En fait, Scala, c'était la première brique des clusters avec un langage spécifique. Comme c'était assez difficile à manipuler, on a rajouté une partie Spark. Et la partie Spark, elle est développée et offre des interfaces au moins de type Python. Donc on fera du PySpark. On a du Spark R pour ceux qui sont plutôt dans le milieu universitaire où il est très présent le langage R. On a aussi du Spark SQL pour ceux qui font du SQL. Bon, et je vous ai dit du Scala pour ceux qui maîtrisent toujours du Scala. Autant vous dire que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc ici, vous voyez, donc, vous reconnaissez effectivement les librairies Python qui sont chargées. Et ici, il s'agissait de récupérer les données depuis des web services. On peut interroger, afficher tout ça comme normalement. Hein. Vous voyez, je suis dans du Panda. On a le langage Spark. Et ici, je vais lancer une commande de type où je charge un data frame avec la commande Spark SQL pour récupérer les 1000 premières lignes. Alors, ce n'est pas du Transact SQL, si vous regardez bien, parce que Transact SQL, chez Microsoft, on mettrait du top 10 devant. Là, il s'agit de mettre limite 10, limite 1000 à la fin. Donc, on est sur du Spark SQL et non pas sur du Transact SQL. Et ensuite, moi, je vais lui demander d'afficher le contenu du data frame. Voilà. Je peux aussi demander la lecture directe de la table en OneLake, qui s'appelle Velib Station Status, et de me sortir les 3 premières dates. Alors, c'est des dates encodées. Hein. J'ai la règle de transformation, et aucun m'interdit aussi de faire du PySpark, du Spark SQL. Vous voyez, donc ici, c'est du SQL. Et bien sûr, on est toujours, non pas dans du Transact SQL propre à Microsoft, mais du Spark SQL. Voilà le résultat. Voilà donc un peu à quoi ressemble Fabric. Donc la particularité, en résumé, hein, vous voyez, la promesse, c'est qu'on a une interface qui fait, je dirais, tout, et qui associe des gens qui ont des cultures diverses et variées, aussi bien du SQL, du Python, du machine learning, etc. Des choses plutôt clic, avec du clic, comme Fabric Data Factory, comme Data Lake Gen 2. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Data Lake Gen 2, la particularité, une des grosses particularités par rapport à Data Lake Gen 1 qui est dans Power BI, dans l'interface Power BI, c'est que lui va piloter, on va pouvoir sortir plus facilement les données et de les mettre sous forme de JSON dans des cibles diverses et variées. Je crois qu'il y a de la base de données. Il y a du stockage dans du Azure Blob Storage, etc. Donc, le module en question devient un ETL ouvert en termes de sortie, alors ce que ne faisaient pas les data flows de Power BI. On n'avait qu'une cible et un truc assez mal foutu pour pouvoir le sortir, mais on n'avait qu'une cible dans les data flows Gen 1 de Power BI, c'était le modèle lui-même. Quels sont les principaux défis courants rencontrés lors de la mise en œuvre et de l'adoption de Microsoft Fabric? C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Les principaux défis, alors aujourd'hui, sachez qu'on n'en a pas encore beaucoup.
Ce n'est pas encore très vulgarisé et ça n'a qu'un an. Microsoft développe encore beaucoup de modules. Autant vous dire, et j'ai une certaine liberté de parole, hein, c'est que Microsoft n'a pas tout à fait tout fini, n'a pas tout fait proprement. Il rajoute encore des modules, donc voilà. Donc c'est pas tout à fait sec. Donc il y a encore des choses où les gens, quand ils testent, sont pas encore à l'aise dans le produit. Ça s'améliore, ça avance énormément. Mais sachez que voilà, ça continue d'évoluer. Après, l'adoption, c'est vous faire, par exemple, des choix. Est-ce que vous êtes plutôt SQL? Est-ce que vous êtes plutôt data engineer pour le faire? Mais en tout cas, sachez que c'est quand même une plateforme qui est pleine de promesses. Microsoft a raison de faire ça. Quand ils l'ont annoncé, ils ont dit c'est la plus grosse révolution de ce qu'a fait Microsoft en termes de données depuis la sortie d'SQL Server. La sortie d'SQL Server, ça nous ramène à milieu des années 90. Donc, vous voyez, depuis le temps, ça a daté d'avoir des grosses révolutions. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est une grosse révolution. Ça mérite de le faire. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aussi ont des structures à elles qui vont déjà. Moi, je ne conseille pas forcément de basculer parce que le gain n'est pas forcément significatif. Et c'est idiot de basculer tout là. Ça me demanderait un investissement énorme. En tout cas, pour des nouveaux projets ou des migrations progressives, à mon avis, il faut envisager sérieusement de basculer sur Fabric. Pour moi, oui, c'est le produit de l'avenir et j'en suis tout à fait convaincu et je suis libre de le dire. Mais c'est un peu déroutant parce qu'on a une interface web, là où on peut avoir des interfaces plus client lourd. On peut aussi avoir des surprises parce que là où on avait beaucoup d'aisance, on venait en beaucoup de paramétrage, mais on est un peu plus limité. Mais au moins, on a une plateforme un peu plus unifiée et on est des concurrents notables par rapport à Snowflake ou Databricks. Là. Voilà. N'hésitez pas à continuer vos questions, j'y répondrai et on va attaquer nos conclusions après cette démo. Donc, petite conclusion, et la conclusion qui s'impose déjà, c'est de parler de tarifs. Alors, Fabric, au niveau tarif, c'est très simple. C'est très simple, vous payez que 2 choses. Là où avant, il fallait couper les cheveux en 12 pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Je rappelle, Data Factory, c'était à la charge. Azure, SQL Data Warehouse, c'était au mois complet. Fabric, c'était au nombre du nœud du cluster Spark que vous dérouliez et à la durée que vous le faisiez, etc. Donc, autant vous dire qu'il y en a qui étaient au forfait, d'autres qui étaient au temps d'utilisation, d'autres à la charge. Bon, bref, tout ça, c'est simplifié. Microsoft vous demande 2 choses. 1, le coût de la plateforme et 2, le stockage. Donc, le OneLake, en fait, c'est le compute de tout à l'heure. C'est de la tarification que vous avez devant les yeux. Et le OneLake, vous est facturé au stockage. Vous avez une volumétrie de base. Et ensuite, vous pouvez rajouter de l'espace en fonction de ce que vous voulez. Donc, le stockage, il est assez facile, il est assez léger, hein, sur le stockage que vous faites. Ce n'est pas ce qui est plus cher, honnêtement. Et par contre, la tarification, elle est un petit peu plus compliquée, puisque d'abord, on va acheter des CU, donc des capacités uniques. Donc, alors, la capacité, c'est exactement la même chose que les capacités de type premium de Power BI. D'ailleurs, Microsoft a annoncé qu'ils allaient supprimer la tarification P1, P2, P3 pour associer automatiquement la tarification Fabric. Donc, vous ne pourrez plus acheter, je crois que c'est déjà le cas, de capacité premium. Il faudra acheter que des capacités Fabric. Alors, vous me direz, si je continue ici, le tarif P1 correspond aujourd'hui au Web 64. Alors, sachez que vous avez beaucoup plus de choses, plus de puissance. D'abord, vous avez accès à tous les composants que vous a montré là-dessus. Les machines qui sont derrière sont beaucoup plus puissantes. Elles ont été remontées en puissance. Donc, l'équivalent du P1, je vous dis, c'est 64. Et vous me direz tout de suite, Microsoft exagère. On passe de 4000 euros. Alors, je vous ai donné en euros, parce que je les avais trouvés en euros. Bon, on va partir du fait que c'est paritaire avec le dollar, hein, à 5% près. Donc voilà. Donc on est parti sur un tarif de 4000 et on arrive à un tarif de 8000. Microsoft a multiplié par 2. Oui et non.
oui, vous avez raison, effectivement, on est beaucoup plus cher à grille tarifaire identique, sauf que, un, on a plus de puissance. Deux, là, vous prenez le pay-as-you-go, et je vais vous l'expliquer tout de suite. Trois, on a aussi une double tarification. En fait, si vous voulez faire l'équivalent de P1, il faut prendre non pas la colonne pay-as-you-go, mais plutôt la colonne réservation qui représente 41% d'économie. Et si vous voulez, là, on est un peu plus proche des 4000 à 5000, 4000, on est un peu plus proche. La différence entre le pay-as-you-go et la réservation, c'est que quand vous prenez la réservation, vous prenez un abonnement à un an et vous engagez à consommer cette puissance. Alors que le pay-as-you-go, c'est qu'en fait, vous pouvez le faire tourner, vous l'arrêtez, faire tourner, l'arrêter. Donc, par exemple, si vous faites un rafraîchissement qui dure 5 heures dans la nuit, eh ben, en fait, au lieu de vous faire payer 24 heures fois 30 jours dans le mois, vous fera payer 5 heures fois 30 dans le mois. Et vous voyez que là, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on a de la puissance, mais on a la possibilité de réduire le prix parce qu'on charge moins le serveur. Et si vous, derrière, vous faites du mode import dans Power BI, puisque le mode import existe, et c'est même un mode qu'il faut privilégier, même si vous avez du Direct Lake, c'est un mode qu'il faut privilégier, le mode import. L'autre, des gens comme Marco Rousson ont fait un très bon article pour expliquer qu'il vaut mieux privilégier le mode import quand c'est possible au Direct Lake. Et effectivement, il y a des scénarios qui sont conseillés par le Direct Lake, mais dans la majorité des cas, il vaut mieux aller avec son mode import, on aura la performance, la puissance, et rien ne vous interdit ensuite de réduire le coût de la licence fabrique en arrêtant la facturation, en arrêtant simplement la plateforme. Vous allez dans Azure, vous appuyez sur un bouton, vous faites stop. Et à ce moment-là, la tarification de la capacité passe à 0, restera que la facturation, puisque ça, c'est au mois, la capacité au stockage. Donc voilà. L'autre chose aussi qui apparaît à partir d'F64 que vous n'avez pas avant, et ça, on en parlera ce soir dans la deuxième session que je vous propose. Donc, je fais un peu du teasing pour ce soir, c'est qu'à partir de la tarification F64, 64 CU, apparaît une nouvelle fonctionnalité, entre autres, qui est celle de Copilot. Copilot pour Power BI, Copilot pour Fabric, qui sont disponibles à partir uniquement de la tarif F64. Je ferai une petite démonstration ce soir de Copilot pour Power BI. Donc voilà. Donc sachez que voilà, il y a quand même des choses qui évoluent. Donc, et la différence aussi notable, un des avantages par rapport à la capacité premium, c'était que on commence beaucoup plus bas. La capacité premium est commencée à 4400 €. On a ici une capacité F2, premier prix de 262 € par mois. Si vous êtes à plein régime, mais vous pouvez l'arrêter puisqu'on sera sur une tarification pay-as-you-go. Sinon, si vous vous engagez à rester tout le temps allumé, vous avez 40% de réduction d'économie sur l'offre et vous arrivez à 156 €. Donc, sachez qu'on peut arriver comme ça à des tarifs qui sont abordables pour les petits usages, chose qu'on n'avait pas effectivement dans les capacités premium. Voilà. J'en ai fini sur ma présentation fabrique. J'ai vu une question tout à l'heure, voilà, celle-là, je n'ai pas répondu, mais j'avais commencé à répondre, je ne sais pas si la personne n'était pas parmi nous. Quelle est la différence entre les Dataflows Gen 2 et les Dataflows Gen 1 dits de Power BI? Globalement, pas grand-chose, on retrouve toujours le langage, on a plus de puissance, mais surtout, c'est qu'on peut choisir la cible. En choisissant soit le data lake, soit l'entrepôt de données, mais aussi des possibilités externes comme Azure SQL Database. Voilà, j'en suis, il est 16h29 en France. Annie, il est quelle heure chez vous? J'ai pas noté le décalage, il doit être 10h30, non? Oui, Philippe, je suis là. Merci beaucoup. Merci pour cette magnifique Voilà, j'en ai fini. J'espère que les participants ont été choisis. C'est une présentation formidable. Vous venez en développer Microsoft Fabric. Et les questions dans le chat, les sites
additionnels fournis par la communauté axée sur les données. J'espère que tous les téléspectateurs ont été édifiés par cette présentation. Philippe, je rappelle qu'il revient un peu plus tard dans la journée. Philippe ne veut pas partir. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. À plus tard dans la journée. À tout à l'heure.